Bonjour, alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est un exercice qui sort tout droit de la banque des E3C. Les E3C étaient censés se passer en épreuve jusqu'à cette année où c'est passé en contrôle continu. Mais cette banque d'exercices créée par les inspecteurs existe encore. Elle est très bien pour évaluer un petit peu le niveau qu'ils attendent de vous en enseignement de spécialité en fin d'année de première. Donc, petit exercice de cette banque. On y va. Donc, cet exercice a été extrait de la banque des E3C. C'était la banque de sujets dans laquelle il fallait aller piocher avant que les E3C passent en contrôle continu. Voilà, donc c'est vraiment un niveau d'élève de première qu'on attend de vous. On s'intéresse à la consommation d'essence d'un véhicule en fonction de sa vitesse. Le graphique ci-dessous représente la consommation d'essence en litres pour 100 km en fonction de la vitesse en km/h du véhicule. Voilà, donc là, vous voyez, graphique, en abscisse, vitesse en km/h, en ordonnée, la consommation en litres pour 100 km. Et on vous demande, avec la précision permise par le graphique, répondre aux questions suivantes. Première question, quelle est la consommation du véhicule lorsque celui-ci roule à 40 km/h? Donc, sur le graphique, eh bien, il faut regarder où est-ce qu'on lit la vitesse. C'est ici, c'est en abscisse, vitesse en km/h. Donc, nous, le véhicule roule à 40 km/h. Donc, finalement, il faut aller regarder sur l'axe des abscisses, l'abscisse 40. Et pour savoir quelle est la consommation qui correspond, eh bien, il faut aller chercher le point de la courbe qui a pour abscisse 40 et regarder son ordonnée. Son ordonnée va correspondre à la consommation en litres pour 100 km associée à 40 km/h. Ici, on se rend compte qu'on est au milieu du carreau. Donc, on se reporte à l'axe des ordonnées. Et donc, ici, on est entre 4 et 6, au milieu. Entre 4 et 6, c'est donc 5. Alors, bien sûr, c'est avec la précision permise par le graphique, car si on zoome sur le point qui est là, eh bien, est-ce qu'on est sûr et certain que ça passe par le milieu du carreau? Eh bien, on n'en est pas sûr et certain. Donc, ici, on a l'impression que ça passe par le milieu du carreau. Donc, on va dire que la consommation est de 5 litres pour 100 km lorsqu'on roule à 40 km/h. Donc, petite phrase de conclusion, la consommation du véhicule lorsque celui-ci roule à 40 km/h est d'environ 5 litres pour 100 km. J'ai mis d'environ, mais vous pouvez mettre semble être de 5 litres pour 100 km. Environ, semble être, tout ça c'est pas mal quand on fait de la lecture graphique. Ça signifie bien au correcteur qu'on a conscience que la lecture graphique c'est toujours un petit peu imprécis. Voilà. Ensuite, on passe à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est pour quelle vitesse le véhicule consomme-t-il 8 litres pour 100 km? Donc, dans cette question, on nous indique une consommation, 8 litres pour 100 km. Donc, on va sur l'axe des consommations, on se place à 8 litres pour 100 km, et donc on va regarder les points de la courbe qui ont pour ordonnée 8. Ces points de la courbe nous font correspondre des vitesses pour lesquelles eh bien, la consommation est de 8 litres pour 100 km. Donc, il y a deux points de la courbe qui nous donnent une ordonnée de 8. Il y a le point de la courbe qui a pour abscisse à peu près 33. Alors, pourquoi je dis 33? Parce que je vois que c'est moins que la moitié. Que ici, en fait, si on regarde bien, eh bien, un carreau donc, fait 10 unités pour la vitesse. 10 km/h, c'est un carreau. Et que si on divise ce carreau en 5 petits carreaux ici, eh bien finalement ça fait du 2 km/h à chaque fois. Et on se rend compte qu'ici, on est entre le premier et le deuxième carreau. Donc en fait, on est entre 32 et 34 km/h. Donc on peut dire 33 ou un petit peu plus que 33, 33,5. Et deuxième point, celui-là pour abscisse 100, donc ça correspond à une vitesse de 100 km/h. Donc en fait, il y a deux vitesses qui vont nous donner une consommation de 8 litres pour 100 km. Il y a 33,5 km/h à peu près et il y a 100 km/h. Voilà. Donc, petite phrase réponse, les vitesses pour lesquelles le véhicule consomme 8 litres pour 100 km semblent être 33,5 km/h et 100 km/h. Alors bien sûr, quelqu'un qui répondrait 34 ou 33, très certainement qu'on lui compterait bon, puisque ici, c'est assez compliqué de lire. Par contre, pour les 100 km/h, là, on attend de vous que vous mettiez 100 km/h, puisqu'ici, la courbe semble bien passer sur le point du quadrillage. Donc, la lecture est assez précise, contrairement à celle qui se trouvait par ici. On passe à la dernière question. Enfin, la dernière question est la troisième, parce qu'il y a d'autres questions après. Pour quelle vitesse la consommation du véhicule semble-t-elle minimale? Donc, on regarde la courbe. La courbe de la consommation, elle semble avoir un point
qui est plus bas que les autres, qui est ce point ici. Ce point ici, eh bien, on se rend compte qu'il correspond à une consommation de 4 litres pour 100 km. Et la vitesse qui est associée à cette faible consommation ici, c'est la vitesse de 50 km/h. Donc, pour quelle vitesse la consommation du véhicule semble-t-elle minimale? Ça semble être pour 50 km/h. Donc, petite phrase réponse, la vitesse pour laquelle la consommation est minimale semble être 50 km/h. Maintenant qu'on a réussi ces 3 premières questions, on peut accéder à la suite de l'exercice qui va être une étude de fonction un petit peu plus classique. Là, c'était vraiment de la lecture graphique qu'on a fait jusqu'à présent. On nous dit, si on note x, la vitesse du véhicule en km/h. Donc, pas très étonnant puisque la vitesse en km/h pour le véhicule ici, c'était sur l'axe des abscisses. Donc bon, x, c'est la vitesse du véhicule en km/h. X est compris entre 30 et 130, c'est-à-dire qu'on roule entre 30 et 130 km/h. Donc, c'est bien aussi ce qu'il y avait ici, donc ça paraît assez cohérent. On était entre 30 et 130, la courbe n'existait pas ailleurs. La consommation d'essence en litres est modélisée par la fonction f d'expression, cette fonction-là. Alors, si vous avez la curiosité de la tracer sur votre calculatrice, vous allez obtenir exactement cette courbe-là. Alors, vous ne l'obtiendrez pas sur 30-130, parce que quand vous tracez sur vos calculatrices, bien souvent, ça trace directement partout où la courbe est traçable, mais si vous réglez votre écran sur de 30 à 130, vous allez obtenir exactement cette courbe-là. On admet que f est dérivable, donc pas besoin de justifier qu'elle est dérivable. Et on désigne par f' la fonction dérivée de f sur 30, 130, donc sur l'intervalle où la fonction f est définie. Montrez que pour tout x appartenant à l'intervalle 30, 130, l'expression ou une expression de f' est cette expression-là. C'est parti. Alors, lorsque vous souhaitez dériver une fonction, commencez toujours par recopier l'expression de la fonction pour l'avoir sous les yeux. Et la question suivante que vous devez vous poser, c'est quelle est l'opération principale dans cette fonction f, dans cette expression. L'opération principale ici, c'est clairement la division. Donc, ça veut dire qu'une fois que je vois que c'est une division, je dois me poser la question, est-ce qu'il y a bien la variable au numérateur et au dénominateur? Ici, je vois qu'il y a des x au numérateur, des x au dénominateur. Donc, pas le choix, je vais devoir utiliser la formule de dérivation qui me permet de dériver une fonction u divisée par une fonction v, donc la formule u sur v. Donc, je vais commencer par définir qui j'appelle u et qui j'appelle v. Donc, pour tout x appartenant à 30, 130, la fonction u, ça va être la fonction qui va avoir pour expression u de x égale donc 20x au carré moins 1600x plus 40 000, c'est-à-dire c'est le numérateur. Et la fonction v, c'est la fonction qui va avoir pour expression x au carré. C'est le dénominateur. J'ai besoin de dériver u et v pour appliquer ma formule, donc je vais le faire. La dérivée de u, donc son expression u' de x, eh bien, il faut que j'observe les opérations principales là-dedans. Alors ça, vous avez l'habitude, hein, c'est un polynôme, mais je vais quand même redétailler. Soustraction, addition. Soustraction, addition, c'est je vais dériver terme à terme et je remettrai ces mêmes opérations. Quand je veux dériver 20x au carré, c'est de la forme un nombre fois une fonction. C'est-à-dire, ici, c'est de la forme k fois une fonction u. Vous savez que vous devez conserver la constante et multiplier par la dérivée de la fonction. Dérivée d'x au carré, c'est 2x. On recopie l'opération. On dérive 1600x. 1600x, c'est pareil. On a une multiplication ici entre 1600 et x, mais ici, il n'y a pas de x dans 1600. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a une constante fois une fonction. La dérivée, c'est je recopie la constante et je multiplie par la dérivée de la fonction. Dérivée de x, c'est 1. Plus, ici, c'est une constante. La dérivée vaut donc 0. Et on a v' de x qui vaut la dérivée d'x au carré, ça, pas de problème, c'est 2x, en général, vous la connaissez bien. Ici, je peux réarranger un petit peu l'écriture, 20 fois 2x, on est donc sur du 40x, moins 1600 fois 1, on est sur du moins 1600. Voilà, maintenant que j'ai u, v, u', v', je peux appliquer ma formule. Alors, je vous la renote ici très rapidement. U sur v, la fonction u sur v, lorsque je la dérive, eh bien, j'obtiens u'v moins uv' sur v carré. Donc, je vais appliquer ça. Donc, pour tout x appartenant à 30, 130, eh bien, f' de x
est égal à, je vais appliquer cette formule, alors U' de x fois V de x. Donc U' de x, c'est 40x moins 1600. Donc ça, c'est juste U' de x que je dois multiplier par V de x, c'est-à-dire x au carré. À ça, je retire, puisque j'ai un moins ici, U de x, donc entre parenthèses, 20x au carré moins 1600x plus 40 000. Et tout ça multiplié par V', V' qui vaut 2x. Hop, le tout sur la fonction V mise au carré. Donc V de x était x au carré. Donc je me retrouve avec x au carré mis au carré. Je vais donc m'attaquer simplement à la modification d'expression ici, c'est-à-dire que je vais tout développer et je vais essayer de réduire pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc ici, j'ai 40x fois x au carré, ça va donc me donner 40x au cube. Ensuite, je me retrouve avec moins 1600x au carré. Ensuite, là, j'ai un moins, alors attention, hein, tout ce que je vais trouver, je vais devoir changer les signes. Donc là, j'ai 20x au carré fois 2x. Donc ça fait 40x au cube. Mais comme j'ai un moins, ça va me donner moins 40x au cube. Ensuite, normalement, j'ai moins 1600x fois 2x. Donc 1600 fois 2, on est à 3200. Donc normalement, on est à moins 3200x au carré. Comme ici, il y a un moins, ça devient plus 3200x au carré. Si vous avez besoin de faire plus d'étapes, faites plus d'étapes. Ensuite, moins 40 000 fois 2x. Donc 40 000 fois 2x, ça fait 80 000x. Avec le moins, ça fait moins 80 000x. Le tout divisé par x au carré, ce qui donne x puissance 4 finalement. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient là-dedans? Alors oui, il y a 40x au cube, moins 40x au cube, donc très bien. Ensuite ici, là, je vais simplement pouvoir réduire un petit peu, c'est-à-dire que là, j'ai 3200x au carré, j'en retire 1600, donc il va m'en rester que 1600. Donc, je garde la même couleur. Donc, ça va me donner 1600x au carré. Et il me reste aussi les moins 80 000 x. Le tout sur x puissance 4. Alors, on aurait pu choisir de s'arrêter là, à la fin de ce calcul. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le principe, ça va être d'étudier le signe de f'. Donc, normalement, le signe de f', de x, eh bien, je peux l'étudier avec cette expression-là, puisque finalement, j'ai un quotient. Donc, je peux faire un tableau de signes. Est-ce que je suis capable de remplir le signe du numérateur et du dénominateur? Eh bien oui. Au numérateur, j'ai un polynôme du second degré. J'ai appris à le faire en début d'année. Et au dénominateur, j'ai une puissance 4. Je sais que quand j'ai une puissance paire, eh bien finalement, c'est toujours positif. Donc finalement, j'aurais été capable de trouver le signe de f' de x avec cette expression. Donc ça, c'est à retenir. Si vous n'arrivez pas à le faire plus tard, éventuellement, vous pourrez utiliser cette expression. Le problème, c'est que dans ce sujet, eh bien, l'exercice nous impose d'aller plutôt vers cette écriture-là qui semble plus simple pour la personne qui a créé le sujet et qui en fait est plus simple pour beaucoup de gens qui font un petit peu de mathématiques. Mais pour vous, ce n'est pas forcément plus simple parce que vous vous êtes habitué à étudier le signe de x avec des puissances paires bien souvent quand il y a un dénominateur. Ici, quand on vient de dériver, il y a souvent une puissance paire au dénominateur. Et vous êtes aussi habitué à étudier les signes des polynômes du second degré. Donc en fait, cette écriture-là, elle vous aurait bien convenu, mais l'énoncé vous propose une autre écriture qui est celle-là, avec quelle est la grosse différence? La grosse différence, c'est que déjà, au dénominateur, vous voyez, c'est plus une puissance 4, c'est une puissance 3. Et au numérateur, il n'y a plus un polynôme du second degré, même si on développait, ça ferait juste quelque chose d'affine, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de x au carré. Donc, comment de cette écriture-là, je peux répondre quand même à la question qui m'était posée, c'est-à-dire d'écrire sous cette forme-là. Eh bien, vous voyez ici en bas, ce sont des x au cube et au numérateur, il n'y a plus de x au carré. Donc, il s'est passé quelque chose avec les puissances. C'est ça qui doit vous donner l'idée
d'essayer de simplifier un petit peu cette fraction-là. Alors là, effectivement, on s'aperçoit que, eh bien, au numérateur, eh bien, il y a des x au carré, il y a des x et il n'y a pas de terme constant. Donc, ça veut dire que je peux factoriser par x au numérateur. Alors, ben, c'est ce que je vais faire. On va factoriser par x. Et puis, tant qu'à faire, on peut se rendre compte aussi qu'on peut factoriser par 800. Parce que regardez, 1600, c'est 800 fois 2. Et 80 000, c'est 800 fois 100. Donc finalement, si je factorise directement, non seulement par x, mais aussi par 800, ça va me donner 800x facteur 2. Ici, il va me rester quoi? Donc 2, parce que c'était 2 fois 800, 1600. Et il va me rester 1 des x du x au carré. Donc ça me donne 2x. Moins, qu'est-ce qui me reste de celui-là? Le x, je l'ai mis en facteur. Les 80 000, je mets 800 en facteur, donc il me reste 100 ici. Le tout divisé par x puissance 4. Et x puissance 4, bah c'est x fois x fois x fois x. C'est x fois x fois x fois x. C'est ça x puissance 4. Donc finalement, je peux simplifier le x ici qui était bien en facteur de tout le numérateur avec 1 des x du bas qui est bien en facteur de tout le dénominateur. Et donc, qu'est-ce que ça me donne? Alors là, j'ai plus de place en dessous. Donc vous, normalement, vous écrivez à la ligne en dessous. Moi, je vais modifier cette ligne-là parce que je vais pas écrire en dessous de mon écran. Donc du coup, ça nous donne 800 fois 2x moins 100 sur x au cube. C'est exactement ce qu'on nous demandait. Ici, on nous demandait 800 fois 2x moins 100 sur x au cube. Donc finalement, cette écriture-là, c'est bien celle qui m'était demandée. Donc histoire que ce soit joli, je vais quand même l'écrire. Donc ça donne 800. Donc c'est mieux s'il y a cette étape. Hein. L'étape que j'ai marquée, que je viens d'effacer, elle est quand même à écrire. Parce que quand vous écrivez directement ça, on se pose la question à savoir est-ce que vous avez compris. Donc c'est bien de voir les x qui sont barrés. On apprécie en tant que correcteur. Donc f' de x est égal à 800 fois 2x moins 100 sur x au cube. Alors, la question suivante, c'est, après avoir dressé le tableau de variation de f, démontrer la conjecture de la question 3. Alors, le tableau de variation de f, on va l'obtenir, comme d'habitude, grâce à l'étude du signe de la dérivée, f'. Donc, pour l'étude de signe de la dérivée, on reprend l'expression de la dérivée qu'on avait. Alors, si jamais vous n'arrivez pas à étudier le signe de cette dérivée-là, et que vous savez le faire pour cette étape-là, avec le polynôme du second degré et la puissance paire. Vous avez le droit de repartir de là. Alors, ça paraîtra un petit peu louche à l'examinateur, mais n'empêche qu'il vous mettra les points parce que c'est quand même correct. Donc, voilà, faites attention à ça. Vous pouvez repartir de là si vous préférez, mais normalement, c'est censé être plus simple pour vous à partir de cette expression-là, tout simplement parce qu'il n'y a plus de polynôme du second degré déjà. Donc ça veut dire qu'il y a plus toute cette théorie sur les polynômes du second degré. C'est-à-dire que potentiellement, ce signe-là, vous pouvez déjà l'étudier en seconde. On se lance dedans. Alors, pour étudier un signe, première question qu'on se pose, c'est comme quand on veut dériver, c'est quelles sont les opérations principales. Ici, il y a la division et il y a aussi la multiplication ici. Donc finalement, vous voyez, division-multiplication, c'est-à-dire que dans mon tableau de signes, je vais pouvoir étudier 3 signes différents. Le signe de 800, le signe de 2x moins 100 et le signe de x au cube. Et ensuite, je vais tous les confronter pour connaître le signe de f' de x. Alors, j'ai construit le tableau de signes sans filmer parce que sinon, ça aurait pris du temps. Donc, il y a une ligne pour 800, une ligne pour 2x moins 100, une ligne pour x au cube, une ligne pour l'expression de la dérivée. Du coup, on n'oublie pas que x est sur 30, 130, donc appartient à l'intervalle 30, 130, et donc on s'intéresse au signe de 800 déjà. Alors 800, c'est une constante, hein, c'est-à-dire que 800 ne dépend pas de x. Donc x, il peut être entre 30 et 130, comme il peut être négatif, faire ce qu'il veut. De toute façon, comme il n'y a pas x dans l'expression qui est là, il n'y a que 800, et bien 800, c'est positif, quelle que soit la valeur de x, puisque x n'intervient pas dans l'expression qui est là. L'expression qui est là, c'est 800. Deuxième expression dont il faut déterminer le signe. 2x moins 100. Alors 2x moins 100, vous pouvez déterminer son signe déjà depuis l'année de seconde, puisqu'ici, c'est l'expression d'une fonction affine.
Pour déterminer le signe d'une fonction affine, eh bien, il faut déjà repérer si cette fonction affine s'annule. Alors, la réponse ici, c'est oui, puisque une fonction affine qui ne s'annule pas, en fait, c'est une fonction constante, un peu comme si on avait au-dessus. À partir du moment où vous avez un coefficient directeur ici qui ne vaut pas 0, eh bien, la fonction va obligatoirement s'annuler. Qu'est-ce que ça veut dire sur un graphique? Eh bien, si la fonction affine s'annule, ça veut dire que sa courbe représentative, qui est une droite, eh bien, coupe l'axe des abscisses. Lorsqu'elle coupe l'axe des abscisses, alors ici, on va pouvoir se demander ce que c'est. Bon, c'est moins b sur a, je ne vais pas vous répéter les formules maintenant, mais si j'arrive à trouver quand est-ce que 2x moins 100 vaut 0, ça veut dire que pour les abscisses précédentes, la courbe était en dessous de l'axe des abscisses, et pour les abscisses après ce fameux nombre, eh bien, la courbe est au-dessus. Ce qui veut dire que ici, pour ces x-là, eh bien, l'image va être négative. Pour ces x-là, l'image va être positive. Alors ça, c'est si la fonction affine est croissante. Mais si elle est décroissante, eh bien, on va trouver là où elle s'annule. Et puis, ça veut dire que pour les x avant le fameux x où elle s'annule, bien là, comme la courbe était au-dessus de l'axe des abscisses, ben, ça veut dire que les x qui sont là ont une image positive et les x qui sont là ont une image négative. Donc, vous voyez, en fait, à partir du moment où je sais si la fonction affine est croissante ou décroissante, je peux vite deviner les signes. Si elle est croissante, ça fera moins 0 plus. Et si elle est décroissante, ça fera plus 0 moins. Donc, le tout est de trouver où est-ce qu'elle s'annule. Donc, pour trouver où est-ce qu'elle s'annule, eh bien, je vais résoudre l'équation 2x moins 100 égale 0. Donc, résoudre une équation, hein, c'est chercher une contrainte sur x. Donc, je cherche le x qui a la contrainte de faire que ce calcul doit être égal à 0. C'est équivalent à dire que 2x est égal à 100, ce qui est équivalent à dire que x est égal à 100 divisé par 2, c'est-à-dire 50. Donc, ça veut dire 2x moins 100, en fait, s'annule quand x vaut 50. 50, c'est entre 30 et 130, donc je vais l'inscrire, hop. Et ça veut dire que 2x moins 100 vaut 0 quand x vaut 50. Donc, ça veut dire que si x vaut 50, je mets un 0 en dessous dans la ligne de 2x moins 100. Fonction affine. Alors là, plusieurs manières de remplir le tableau. Soit vous vous souvenez de ce que j'ai fait avec le petit graphique, axe des abscisses, fonction affine croissante. Donc, avant de s'annuler, elle était négative et après, elle est positive, donc moins plus. Soit vous apprenez avec le coefficient directeur, ce qui accompagne le coefficient qui accompagne le x. Donc ici, 2, s'il est positif, ça termine par un plus. S'il est négatif, ça termine par un moins. Par exemple, vous pouvez retenir comme ça. Vous pouvez aussi remplacer par une valeur entre 30 et 50 dans le calcul qui est là, voir que ça donne un nombre négatif. Un nombre entre 50 et 130, vous verrez que ça donne un nombre positif. Vous pouvez compléter comme ça. Pour x au cube, alors x au cube, c'est un petit peu plus délicat. C'est que x au cube, alors, enfin plus délicat, pas forcément, mais la fonction cube, vous l'avez étudiée en seconde également. Vous savez que c'est une fonction, un nombre au cube, eh bien, donne un résultat positif si le nombre de base était positif et donne un résultat négatif si le nombre de base était négatif. Donc, un nombre positif au cube, c'est positif. Un nombre négatif au cube, c'est négatif. Ici, il se trouve que x est entre 30 et 130. Donc, au cube, eh bien, de toute façon, comme les x entre 30 et 130 sont tous positifs, leur cube sera positif. À cela, on peut déduire le signe de f' de x. Si x est entre 30 et 50, on passe en revue 800, 2x moins 100 et x au cube. Donc, dans le calcul, entre 30 et 50, 800, c'est positif. Donc, positif. 2x moins 100, c'est négatif. Donc, ça fait positif fois négatif. Ça donne un numérateur qui est négatif. Et on divise par x au cube qui est positif. Donc, numérateur négatif divisé par dénominateur positif, ça donne donc quelque chose de négatif. Lorsque x vaut 50, quand x vaut 50, donc on a 800 qui vaut 800, pas de problème. 2x moins 100, eh bien regardez dans sa ligne ce qu'il y a, ça vaut 0. Donc en fait ça fait 800 fois 0, donc ça fait 0 au numérateur. Après on divise par un nombre positif, ça ne change pas que ça va nous donner 0. Si x est entre 50 et 130, 800 c'est toujours positif, ça ne change pas de toute façon. 2x moins 100 est positif, donc ça fait positif fois positif, ça donnera un numérateur positif. On divise par un dénominateur qui est aussi positif, donc positif.
Ça, c'est le signe de la dérivée. Moi, ce qu'on m'a demandé, c'était le tableau de variation. Donc, j'ai qu'à me rajouter une petite ligne à la fin, ici, avec écrit variation de f. Hop. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais déduire du signe de la dérivée les variations de f. Si la dérivée est négative sur l'intervalle 30-50, ça veut dire que f est décroissante. Alors en plus, là, elle est strictement négative. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle 30-50. Sur 50-130, f' est strictement positive si j'exclus 50, ce qui veut dire qu'ici, f va être strictement croissante sur l'intervalle 50-130. Il ne me reste plus que pour que mon tableau de variation soit complet, il me faut les images ici qu'il me manque. Ça nous donne 100 divisé par 9. Donc, très bien, ici, on met 100 divisé par 9. Si on voulait avoir une valeur arrondie, ça ferait 11,11111. Mais dans un tableau de variation, on ne met pas de valeur arrondie. Donc, on recopie ici 100 divisé par 9. Ensuite, ici, je veux l'image de 50. Donc voilà, on remplace tous les x par 50. Et ça nous donne 4. Donc ici, le minimum est 4. Et ensuite, il nous reste pour 130. Pour 130, je recopie en off. Si vous faites le calcul pour 130, ça vous donne 1700 sur 169. Alors, si vous voulez avoir une petite idée de ce que ça vaut, c'est pareil, vous servez de votre calculatrice. Ça fait un petit peu plus que 10. Ça fait 10,06 à peu près. Alors, n'hésitez pas à aller vérifier sur le graphique ici de départ si vos résultats sont cohérents. Donc, on a dit 100 sur 9, ça fait à peu près 11,11, etc. Alors là, ici, est-ce que c'était bien le cas? Eh bien oui, hein. Là on était légèrement au-dessus, vous voyez, du milieu du carreau entre 10 et 12, donc on était légèrement au-dessus de 11, donc c'est cohérent. Ici, le minimum, on a trouvé 4 qui était atteint pour une vitesse de 50 km/h, donc parfait. Et ici, pour 130 km/h, on a trouvé une consommation de 1700 sur 169, ce qui vaut à peu près 10,06. Et donc là, vous voyez, on était effectivement bien. Par lecture graphique, on aurait dit 10, hein, nous. Donc, si on veut être plus précis, c'est environ 10,06. Et si on veut être extrêmement précis, donc la valeur exacte, c'est 1700 sur 169. Alors après, on pourrait se poser la question, est-ce que dans une application comme ça, avec des kilomètres-heure de la consommation, est-ce que ça sert à quelque chose d'être aussi précis que ça? Ça reste de la modélisation mathématique. Donc, mathématiquement, quand on fait un tableau de variation, il faut être avec des valeurs exactes. Après, si derrière, vous voulez faire une phrase réponse et arrondir dedans pour vous remettre dans le contexte, vous pouvez. Alors, la dernière question, on n'a pas terminé, hein, c'était démontrer la conjecture de la question 3. Il nous manquait ce petit bout-là. La question 3, c'était pour quelle vitesse la consommation du véhicule semble-t-elle minimale? Eh bien, grâce au tableau de variation, eh bien, on voit que la vitesse pour laquelle la consommation est minimale, c'est 50 km/h. Donc voilà, je vous ai rédigé la phrase réponse. D'après le tableau de variation, la vitesse pour laquelle la consommation est minimale est de 50 km/h. Ça y est, c'est terminé. J'espère que vous avez compris cet exercice. N'hésitez pas à en faire d'autres pour vous entraîner. Il y en a d'autres sur le site. Vous pouvez en trouver plein ailleurs. Ce sont des exercices relativement classiques. À bientôt.